Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de hacking de réseau PMR dans cette vidéo. Quand on a besoin de brute forcer, de retrouver une clé d'un réseau PMR, donc un réseau utilisant des talkie-walkie comme ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? De la brute force, un CPU, un GPU, un ou plusieurs CPU, un ou plusieurs GPU? Est-ce qu'on peut utiliser également des rainbow tables? Je vais expliquer ce que c'est que des rainbow tables, des tables arc-en-ciel. Et finalement, au milieu de tout ça, tous ces panels, tous ces choix techniques, quelle est la meilleure solution, quelle est là ou quelles sont les meilleures solutions. Donc pour hacker tout ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite via une petite démonstration. En plus, en prime, je vais vous montrer que CPU, GPU, ils ne calculent pas de la même manière et qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous montre ça tout de suite, on y va, c'est parti. Mais juste avant, générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier une personne en particulier qui m'a écrit sur LinkedIn. Je l'ai appelé Bob, pour préserver son anonymat. Bob, il m'a envoyé le message suivant, texto. Je vous copie-colle ce qu'il m'a envoyé. Hello, pas mal la vidéo YouTube sur TEA2, mais en brute force plutôt en faisant des calculs sur GPU ou en utilisant des rainbow tables. Il faut savoir que Bob, il a vu ma dernière vidéo, celle qui est sortie juste avant celle-ci, où je parle du temps estimatif nécessaire pour brute forcer des clés en TEA2 de 88. J'ai donc interrogé Bob sur ce qu'il pensait là-dessus, notamment comment faire des clés, comment faire des rainbow tables sur des clés de 80 bits, ou alors pourquoi est-ce que le GPU était meilleur pour faire de la brute force. Il m'a malheureusement pas répondu. Bob, moi j'étais comme lui avant. J'avais une croyance où j'étais persuadé que le GPU, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je m'étais dit, le GPU, pour moi, quand on brute force, il faut du GPU. Et en fait, pas du tout. Depuis que je programme sur GPU, je me suis aperçu que le GPU, c'est très bien quand on a des calculs adaptés au GPU. Et le CPU, c'est très bien quand on a des calculs adaptés au CPU. C'est pour ça d'ailleurs que dans un ordinateur, on met les deux. S'il n'y en avait qu'un seul qui était utile, on n'en aurait qu'un seul. Là, en l'occurrence, on a un CPU, un processeur, et un GPU, un processeur graphique. Donc Bob, voilà, il a vraisemblablement répété cette croyance qui est dans l'inconscient collectif, selon laquelle le CPU surpasse le GPU. Selon laquelle, pardon, le GPU surpasse le CPU. Donc c'est une croyance fausse, mais c'est une croyance qui est très ancrée dans l'imaginaire collectif, parce qu'en fait, les gens ne savent pas, les gens, la plupart, sont ignorants, ne font pas de hacking, ne connaissent pas, n'ont jamais fait de programmation sur GPU, et dans ce cas-là, on peut se retrouver à affirmer des choses qui se retrouvent fausses, ou en partie vraies, en partie fausses. Et je vais vous montrer pourquoi c'est en partie faux dans cette vidéo. Question du coup, si je veux brute forcer, est-ce qu'il vaut mieux CPU, GPU ou Rainbow Table? C'était le titre de cette vidéo. Quelle est la meilleure solution? La meilleure ou les meilleures? Trois possibilités. J'ai pris que ces trois possibilités dans cette vidéo pour faire plus simple. Le CPU, ce qu'on appelle le processeur, Central Processing Unit, lui, il va être excellent dans tout ce qui est calcul d'opérations séquentielles. C'est quoi une opération séquentielle? C'est une opération où il faut étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et on ne peut pas brûler les étapes. Donc on fait un premier calcul, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et on ne peut pas faire les quatre en même temps. Et le CPU, lui, par contre, va être complètement pourri quand il s'agit de faire des opérations combinatoires de masse. Quand il y a besoin de calculer beaucoup de pixels en même temps, par exemple, vous prenez une image et vous voulez calculer tous les pixels en même temps, une opération combinatoire de masse, il est complètement pourri. Il va falloir qu'il fasse pixel par pixel. Il est séquentiel. C'est son principe de fonctionnement. Le GPU, lui, qui est donc la carte graphique, Graphical Processing Unit, lui, il va être au contraire excellent dans tout ce qui est opération combinatoire de masse. Donc vous avez une image à traiter, par exemple, qui fait 1 million ou 10 millions ou 100 millions de pixels, et vous voulez colorer tous les pixels d'un seul coup, lui, il va être capable de colorer tous les pixels d'un seul coup en un temps record. A l'inverse, il est très bon dans tout ce qui est opération combinatoire de masse, mais pourri dans tout ce qui est opération séquentielle. Si vous lui demandez de faire des calculs 1 à 1, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, jusqu'à étape N, il va être très lent à les faire, beaucoup plus lent que le CPU. Et enfin, troisième outil, la Rainbow Table. Alors, Rainbow, ça veut dire littéralement table arc-en-ciel. C'est quoi? C'est une table qui est précalculée.
qui va permettre d'accélérer considérablement les calculs, puisque on va stocker, je vais vous montrer juste après en quoi ça consiste, on va pouvoir stocker des mots de passe et des hashes correspondants. Et ça va permettre de calculer, de retrouver de façon très rapide un mot de passe qui serait stocké dans une base de données. Donc c'est assez peu adapté en revanche au chiffrement avec vecteurs d'initialisation. Dans les réseaux PMR avec des chiffrements avancés, on utilise des vecteurs d'initialisation. C'est également assez peu adapté quand vous avez un mot de passe avec du salage. Je vais expliquer ce que c'est, en quoi consiste le salage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais c'est quand même complexe. Et c'est souvent des tables qui sont volumineuses, puisqu'on va utiliser des dictionnaires de mots de passe ou des tables qu'on aura générées avec des mots de passe un peu aléatoires. Donc ça peut très très vite prendre de la place. Voici les trois éléments qu'on va comparer. Donc le calcul en brute force via un CPU, le calcul en brute force via du GPU et la Rainbow Table. On va rentrer évidemment dans les détails. On va se concentrer tout de suite sur les Rainbow Tables. Comment est-ce que ça fonctionne, une Rainbow Table? Le principe d'une Rainbow Table, je vous ai dit, donc c'est une table précalculée dans laquelle on va pouvoir stocker dedans un couple mot de passe en clair et son hash correspondant. Donc le hash, c'est un algorithme qui va découper le mot de passe, qui va faire en sorte qu'à partir d'un mot de passe, on obtient le hash, en le découpant, en le mixant, un petit peu comme un steak haché. Vous voyez, vous rentrez un morceau de viande et vous ressortez avec un steak haché. Par contre, dans l'autre sens, on ne peut pas faire l'opération inverse. À partir du hash, on ne peut pas retrouver le mot de passe. Pas comme ça. La fonction matique est faite de telle sorte qu'on ne puisse pas la reverser, l'inverser. La réciprocité ne fonctionne pas. Pour vous expliquer comment fonctionnent les Rainbow Tables, il va falloir que je vous explique comment sont stockés les mots de passe dans les bases de données. Reprenons notre Bob, là, qui va se connecter à son compte YouTube, ou son compte Google, ou son compte Amazon, ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va se connecter à son compte, il va prendre son mot de passe en clair, qu'il va taper au clavier. Vous tapez votre mot de passe. Ce mot de passe en clair, il n'est pas stocké tel quel dans la base de données qu'on voit ici. Ce mot de passe en clair, il a été haché d'abord, donc mélangé, coupé, il a un hash, une empreinte spécifique qui est stockée, de sorte que si la base de données se fait pirater, eh ben, on ne puisse pas avoir le mot de passe en clair. Donc, son mot de passe ici, on va l'envoyer à un algorithme qui fait hachage, typiquement SHA. Alors, avant, il y avait du MD4, du MD5. Maintenant, on est plus sur du SHA. Alors, SHA, je crois que ça veut dire Secured Hash Algorithm, algorithme de hachage sécurisé, du SHA1, du SHA 256, du SHA 512. Il y en a sûrement d'autres. Moi, ils sont assez connus, ceux-là. C'est ceux que j'ai pu voir beaucoup sur Internet. J'en ai beaucoup entendu parler. Et une fois que ce hachage, il est terminé, on va aller le comparer à la base de données ou alors le stocker. Quand on rentre un nouveau mot de passe, ce qu'on va stocker dans la base de données ici, sur le serveur à distance, ça va être le hash du mot de passe. Donc on ne stocke jamais un mot de passe en clair, on stocke toujours le hash du mot de passe, qui est une empreinte spécifique qui appartient au mot de passe, qui est unique au mot de passe. Donc ça, c'est une représentation simplifiée, notez. Dans les représentations que je vais vous faire, ce sera du simplifié. Exemple, par exemple, de table précalculée. J'ai utilisé ici deux algorithmes, le MD5 là, et le SHA 256 là. Le MD5, par exemple, si vous mettez password, voilà ce qui vous sort comme empreinte. Il vous sort une empreinte sur, je crois que c'est 32, si je me souviens, je crois que c'est 32 octets ou 32 caractères ASCII. Il vous sort 5 F4, DCC, etc. Et tous ces mots de passe-là, c'est des vraies empreintes, calculées pour vous, spécialement pour vous, ça vous sort une empreinte spécifique. Si vous utilisez du SHA 256, les clés sont plus longues, les empreintes du coup le sont également. Password, cette fois-ci, ça ne vous donne pas 5F4 DCC, mais 1, 2, 3, 6, 8, 5, 4, etc. etc. Voilà, donc deux tables précalculées, et voilà typiquement ce qu'on va stocker. Alors ça, c'était surtout avant, parce que maintenant on rajoute du sel. Je vais expliquer juste après ce que c'est que le mot de passe salé. Mais en gros, votre table de Rainbow Table, l'objectif, ça va être d'avoir d'un côté des mots de passe, ici, ou là, et de l'autre côté des empreintes correspondantes. Donc vous mettez le mot de passe à gauche, l'empreinte correspondante pour pouvoir faire une recherche beaucoup plus rapide. De sorte que quand vous piraterez la base de données, vous allez pouvoir retrouver le mot de passe. Donc justement, comment est-ce qu'on retrouve un mot de passe stocké dans une base de données à partir de son hash? Vous avez une base de données qui a été piratée, vendue sur le dark web, et vous avez récupéré une empreinte, par exemple celle-ci là, 9F86, D08, etc. Vous ne savez pas ce que c'est. Et bien vous allez voir dans votre table, dans votre Rainbow Table, vous la parcourez jusqu'à tomber sur le bon mot de passe, et là, c'est magique. Vous trouvez exactement la même empreinte, ici, et vous revenez au mot de passe que vous aurez trouvé dans la Rainbow Table. Le mot de passe, c'est test, tout simplement.
Donc test, ça donne 7 empreintes. Vous savez que cette empreinte qui a été stockée dans la base de données piratée, ça correspond à test. Et c'est comme ça qu'on revient très rapidement. On n'a pas besoin de tout recalculer. Comme elles sont déjà précalculées à l'avance, on les retrouve juste en faisant une table de correspondance. Ni plus, ni moins. Voilà comment c'est le fonctionnement de base. En simplifié, hein, évidemment. Dans la pratique maintenant, comment on fait les rainbow tables? Quand on craque des mots de passe, eh ben, on va pas forcément utiliser directement un mot de passe suivi de son hash. On va souvent hasher le mot de passe plusieurs fois. Vous verrez sur Wikipédia, je vous mets les liens en dessous, je vous montre le schéma juste après. On va procéder à plusieurs calculs. Vous partez de votre mot de passe initial, ici, vous le hashez une première fois, là, dans votre algorithme, vous obtenez le premier hash, donc le fameux chiffre que je vous ai montré ici. Ensuite, vous allez réduire ce hash, donc c'est-à-dire que vous allez recréer un mot de passe à partir du hash. Donc vous obtenez un deuxième mot de passe numéro 2, celui-là vous le rehashez à nouveau, vous obtenez un deuxième hash, et vous allez le réduire pour obtenir à nouveau un mot de passe. Et c'est ça que vous allez finir par stocker. Vous allez faire n itérations. Je vous montre un petit peu juste après dans la diapo d'après comment ça marche. Ça, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de calculer des mots de passe intermédiaires et des hashes intermédiaires pour réduire la taille de la table. Donc ça, on a une approche un peu plus moderne. Wikipédia, par exemple, cette image est tirée de Wikipédia. Les mots de passe vont être hachés et réduits plusieurs fois. Donc on va hacher le mot de passe, ensuite on va recréer un mot de passe à partir de ce hash, qu'on va rehacher, et on va itérer comme ça un certain nombre de fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et qu'est-ce qu'on va stocker ensuite dans la base de données? Simplement ce qui est en vert et ce qui est en jaune. Je vous donne un exemple. Vous avez piraté une base de données, par exemple, vous extrayez un hash, celui-là. Vous obtenez dans la base de données quelque chose, KOLSCX. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce hash, vous savez que c'est un hash, vous allez le réduire, donc vous allez recréer un mot de passe avec, ici, Zurich, le mot de passe, et vous allez parcourir tous les jaunes, savoir si Zurich existe. Zurich n'existe pas. Il n'est pas dans la base. Vous dites, c'est pas grave, on va itérer, on va continuer. On va rehasher ce mot de passe et régénérer un mot de passe jusqu'à tomber sur un mot de passe connu dans la base. Donc Zurich, vous refaites un hash, vous obtenez 8NTPY, et vous allez réduire à nouveau, et là vous obtenez my name. Et vous reparcourez toute la base de données, vous dites, ah cool, my name existe. My name, ici, là, quand on voit, il est couplé à A, B, C, D, E, F, G, H. Vous dites, bon super, moi je sais que j'avais ça, ici, j'ai trouvé ce hash, je ne connais pas le mot de passe qui a permis de le générer, mais je sais que my name, ici, est dans la base. Donc vous repartez de A, B, C, D, E, F, G, H, vous le hashez, vous obtenez un VN6S, vous réduisez, donc vous allez recréer un mot de passe à partir de ce hash, c'est Bernie, ensuite vous rehashez, et là, KOLSCX. Oh super, vous dites, ça tombe bien, au bout de la première itération, j'ai retrouvé le même hash, donc vous savez que votre mot de passe, c'est Bernie. Voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Wikipédia, qui explique bien comment ça fonctionne. L'objectif, ça va être de pouvoir faire n itérations, n pouvant être 500, 1000, 10 000, mais vous allez stocker que le vert et que le jaune, et puis vous allez pouvoir stocker, grâce à ça, en fait, vous aurez des mots de passe intermédiaires que vous allez pouvoir recalculer assez facilement et assez rapidement. C'est une technique qui est hyper intelligente, je trouve. Ça réduit un peu la taille de la table, et ça permet de traiter plus de mots de passe dedans, grâce à ça. Voilà. Alors, dans la pratique maintenant, une rainbow table, parce que là on était sur des mots de passe fixes, nous après on va parler de tout ce qui est dans les réseaux PMR à base de talkie-walkie. Aujourd'hui dans la pratique, une rainbow table c'est un mot de passe fixe égale un hash fixe. Ou alors, peut-être pas le hash, mais le mot de passe que vous aurez dérivé du hash fixe. Donc vous avez un mot de passe fixe et un hash associé, ou un autre mot de passe associé, produit du hash ou produit de n itérations. C'est extrêmement efficace, c'est assez volumineuse, ça va nécessiter notamment beaucoup de mots de passe précalculés, donc ça va être long à précalculer, à mettre en place. Et de nos jours, les mots de passe, ils sont salés, pour complexifier l'usage des rainbow tables. Qu'est-ce que c'est que le sel? Avant, dans les tables que je vous ai montrées, vous aviez, par exemple, un mot de passe en clair ici et un hash MD5. Si deux personnes ont le même mot de passe ici, AZERTY, eh ben dans la base de données, vous allez retrouver 2 fois cette empreinte. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour complexifier le système? On rajoute du sel. Alors le sel, c'est l'équivalent d'un vecteur d'initialisation quand on fait de la cryptographie symétrique dans les réseaux PMR. Le sel, c'est un petit morceau qu'on va ajouter au mot de passe. C'est des lettres supplémentaires, des chiffres ou des lettres ou des caractères alphanumériques en général, qui vont permettre de changer l'empreinte. Vous voyez, password par exemple.
c'est 5F4DCC, et si password, je lui concatène un cell de E9W4, eh ben on n'obtient pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, les mots de passe sont salés. Donc on connaît le cell il est en clair, on stocke le hash, et l'objectif, ça va être quand l'utilisateur il fournit son mot de passe, on le concatène avec la partie qui est salée, pour obtenir le hash correspondant. C'est un peu comme un vecteur d'initialisation, comme je vous ai dit. Donc le cell avant, il y a eu des tables dans certaines tables, il a été fixe, apparemment c'est plus considéré comme secure, donc désormais on met plutôt des cells aléatoires, et ce salage va permettre de complexifier l'usage. Vous voyez bien que celui qui précalcule toute sa table de mots de passe, là, ici avec un HM25, s'il y a du cell, ça va être beaucoup plus compliqué à calculer. Ça va lui demander de recalculer chaque table avec chaque cell, et au bout d'un moment, ça rend le travail beaucoup trop compliqué, et ça rend même l'usage des rainbow tables caduque. Voilà ce que je voulais montrer, en quoi consiste le mot de passe salé. Maintenant, question, est-il possible de faire une rainbow table pour retrouver la clé de chiffrement d'un réseau PMR? On revient au réseau PMR. Je vois deux difficultés majeures. Première difficulté, la taille de la table. Aujourd'hui, plus ça va, plus les clés grossissent. Évidemment, s'il faut tester toutes les combinaisons, c'est compliqué. Donc il y a la taille des clés qui rentre en jeu, mais également les vecteurs d'initialisation. Les vecteurs d'initialisation, c'est un peu comme le cell du mot de passe, vous voyez. Si vous avez une clé, par exemple, qui fait 56 bits, si vous rajoutez un vecteur d'initialisation de 64 bits, il va falloir faire 56 plus 64, ça fait 120 bits, si je ne me trompe pas. Et 120 bits, vous imaginez la taille de la table, c'est impossible à faire, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, première difficulté, la taille de la table. Deuxième difficulté, les données à chercher. Autant sur un mot de passe, on a un mot de passe fixe, donc une empreinte mot de passe hash ou réduction du mot de passe qui est fixe, autant dans les données à chercher dans un réseau PMR, la voix humaine, elle change tout le temps. Donc les données qui sortent du vocodeur dans un réseau numérique, ça change tout le temps, c'est jamais la même chose. Et il n'y a pas ou peu de patterns fixes. On peut trouver de temps en temps des trames silence, mais c'est pas tous les systèmes qui ont. Certains systèmes les ont virés, justement parce que ça fait une porte d'entrée qui nous permet de retrouver les mots de passe. Donc il n'y en a pas forcément suivant le système que vous utilisez. Première difficulté, je vous ai dit, la taille de la table qui va dépendre de 1, la taille de la clé secrète, 2, la taille des vecteurs d'initialisation, 3, la taille des données de sortie qui sont déjà chiffrées à trouver. Hein. Vous savez, dans un mot de passe, il y a le mot de passe en clair et l'empreinte, qui ont une certaine taille, plus un certain nombre d'entrées qu'on va calculer suivant le nombre de mots de passe qu'on veut. Là, on a la taille de la clé secrète, la taille du vecteur d'initialisation, qui grossit tout ça, et en plus, la taille des données derrière chiffrées qu'on veut trouver. Si on veut des trames silence, c'est connu, on sait à peu près où elles sont. Maintenant, si c'est de la voix humaine qui change tout le temps sans trame silence, sans pattern connu, c'est impossible d'utiliser ça. Ou alors, il faut faire des statistiques sur des gros volumes de données derrière chiffrées. Vous imaginez bien que stocker tout ça, c'est compliqué. Je vous ai précalculé, là, vous pouvez regarder, vous pouvez une pause sur la vidéo, quel serait le nombre de combinaisons possibles, j'ai pas dit la taille de la table, juste le nombre de combinaisons qu'il faudrait dans toute la table pour couvrir le système suivant qu'on utilise du Motorola Basic Privacy, du Scrambler, du Enhanced Privacy en RC4 ou en AES. Prenez par exemple Motorola Basic Privacy 8 bits. C'est du chiffrement fixe, il n'y a pas d'IV. Là, c'est facile. Ça fait que 8 bits, 255 combinaisons, parce qu'on ne compte pas le 0. Vous prenez le Scrambler 15 bits, 32 767 combinaisons, donc si on veut faire une table, on aurait que 32 767, c'est largement stockable. D'ailleurs, à ce compte-là, il n'y a pas besoin de faire une table, hein, ça se brute force. Maintenant, regardez par exemple Motorola Enhanced Privacy 40 bits. Donc c'était le Motorola DMRA, le chiffrement DMRA 40 bits, qui est compatible maintenant avec Itera, avec tous ceux qui sont de la DMRA, avec Kenwood. Vous avez une clé qui fait 40 bits, et à ça, il faut ajouter un IV ici qui fait 32 bits. Donc, on a une clé totale de 72 bits, si on prend en compte toutes les combinaisons. Et toutes les combinaisons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, attendez, là, 650, c'est des millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards. 4,7 trilliards de possibilités de combinaisons, donc 4,7 trilliards d'entrées dans la table. Vous imaginez bien que c'est complètement impossible à faire. Dans l'algorithme Tetra, là, TEA2 en 80 bits, vous avez une clé Tetra de 80 bits, plus un vecteur d'initialisation qui fait 32 bits. Donc si on veut tester toutes les combinaisons, c'est 112 bits au total. Donc quand Bob il me dit oui, il suffit du brute forcé en utilisant une rainbow table, ou un GPU,
Bon, là, le Rainbow Table, clairement, il se plante complètement parce qu'aujourd'hui, faire une table de 112 bits à stocker, ça paraît impensable. Ça paraît très difficilement réalisable, voire impossible. Et alors, si on est sur de l'AES 256 bits, par exemple, NXDN des PMR qui est en AES 256, avec des vecteurs d'initialisation de 64 bits, regardez la taille de la clé, il faut 320 bits. Là, c'est 2,13 x 10 puissance 96 combinaisons possibles. Clairement, autant dire impossible à faire. Déjà, le temps qu'il faudrait pour tout calculer, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'années. Et le stockage nécessaire, on n'en a pas assez sur Terre. Tous les ordinateurs réunis n'auraient pas assez de place pour tout stocker. Voilà ce que je voulais vous illustrer. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, faire une Rainbow Table, ce sont ces données de sortie qui changent tout le temps. La voix humaine, là je parle, elle n'est jamais fixe. Donc on a peu, voire pas de pattern fixe. On peut avoir des trames silences dans certains cas, sinon ceux qui les ont virés, il n'y a pas de pattern fixe. Regardez en informatique. Comment ça se passe? Vous avez votre mot de passe, vous le hachez et vous le stockez. Ça vous fait une donnée fixe. Alors que quand vous avez un réseau PMR ici, vous avez votre voix humaine ici qui change, votre clé secrète, elle est fixe, votre vecteur qui change. Donc les données en sortie, quand vous allez les compresser, elles vont changer. Typiquement, ça c'est fixe, le mot de passe il est fixe, le hash il est fixe, alors hash ou son équivalent réduit, enfin vous m'avez compris, ce qui est stocké en base de données c'est fixe. Votre clé secrète dans un réseau PMR, elle est fixe, par contre, ça, votre voix humaine, elle change tout le temps, votre vecteur d'initialisation, il change tout le temps. Quand vous mixez tout ça, au travers d'un vocodeur qui va compresser la voix, vous compressez la voix humaine, la clé secrète et le vecteur d'initialisation dans votre algorithme, ça va vous sortir de la voix chiffrée sur le réseau. Votre voix chiffrée sur le réseau, elle change tout le temps. Donc, quand vous voulez retrouver quelque chose, quand vous voulez faire une table, une Rainbow Table sur un mot de passe qui est fixe, qui est stocké en dur dans une base de données qui ne change pas, sauf quand vous changez le mot de passe, c'est facile, parce que vous avez votre mot de passe en dur, encodé sous forme de hash, qui correspond à un mot de passe particulier, mais dans un réseau PMR, vous avez peut-être votre clé secrète qui ne change pas, mais ça change, ça change, quoi. Donc la voix chiffrée sur le réseau, c'est jamais en fonction de la clé secrète, comme tout le reste change, on n'a jamais les mêmes trames. Et c'est pour ça que pour moi, ça paraît très compliqué de faire une Rainbow Table, en plus de la, de la taille de la table. Voilà les deux difficultés. Donc, on revient sur la première difficulté, la taille de la table, beaucoup trop d'entrées à gérer. Vous voyez, quand on a même une clé de 40 bits avec des vecteurs d'initialisation de 32 bits, on était à, je ne sais plus combien, X trilliards de possibilités. Et pareil, les données à chercher, comment c'est pas ce qu'on cherche, comme c'est pas fixe, la voix humaine, impossible ou très difficile d'établir une corrélation entre une clé et un pattern connu. Alors, c'est possible quand il y a des trames silence, où là, effectivement, on peut établir le truc, c'est comme ça, notamment, que je casse mes clés. Quand il n'y a pas de trame silence, c'est beaucoup plus compliqué. On peut y arriver en faisant des statistiques, hein, c'est comme ça que je fais, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais surtout, il est impossible de faire une Rainbow Table dans ces conditions. Alors du coup, et les attaques par force brute dans tout ça? Une attaque de type force brute ou brute force, il faut savoir qu'il n'y a aucun algorithme qui résiste à ce type d'attaque. Aucun. Si on a les possibilités, si on est capable de tester toutes les possibilités, aucun algorithme dans le monde ne résiste à ça. C'est pour ça qu'on met des clés de plus en plus longues, de plus en plus longues, pour que les temps de calcul soient de plus en plus longs. Donc rien n'y résiste à ce type d'attaque. Cependant, le temps de calcul peut être extrêmement long, voire impossible à atteindre si on devait parcourir l'ensemble des possibilités. Je pense à des clés aujourd'hui AES 128, 192 ou 256 bits, ça me paraît impossible à atteindre avec la puissance de calcul qu'on a. Donc rien ne résiste à ce type d'attaque, mais on n'est pas capable de tester toutes les possibilités dans un temps imparti raisonnable. Et pareil, il faut savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche un pattern connu, par exemple les trames silence, ou alors est-ce qu'on cherche des statistiques? Moi, c'est comme ça que je fais, quand j'ai pas de trame silence, je fais des statistiques sur la voix humaine en disant, voilà, la voix humaine entre telle fréquence et telle fréquence, on sait qu'elle est à peu près bonne, il faut un volume de données important, le résultat n'est pas garanti, et on va chercher effectivement statistiquement à tomber sur un résultat qui soit correct, qui donne un bon résultat. Ensuite, attaque par brute force. Est-ce qu'on prend un CPU ou un GPU? Ça va dépendre du type d'algorithme à brute forcer. Comme je vous ai dit, si vous avez de nombreuses opérations séquentielles, une opération, deux opérations, trois opérations, quatre opérations à faire dans l'ordre, il vaut mieux un CPU.
plusieurs CPU en l'occurrence. Si en revanche, vous faites du combinatoire, il vaut mieux un GPU. Et si vous faites les deux, vous pouvez utiliser un mix CPU-GPU en gérant bien les transferts de mémoire qui calculent à quel moment, parce qu'évidemment, quand on passe de l'un à l'autre, il y a des temps morts, donc il faut optimiser ces temps morts, il faut les diminuer, il faut optimiser les algos dans ce sens. Alors maintenant, vous allez me dire, CPU ou GPU, lequel va calculer le plus vite? Ça dépend. Ça dépend typiquement si vous faites de la logique combinatoire ou de la logique séquentielle. J'ai donc fait deux exemples dans cette vidéo que je vais vous montrer juste après. Ces deux exemples qui servent absolument à rien, mais qui vont vous illustrer pourquoi, quand on dit le GPU vachement mieux, non, le GPU peut être complètement pourri, et je vais vous l'illustrer. J'ai fait deux exemples. Premier exemple, c'est un système qui fait des additions et des multiplications séquentielles. Donc, on prend un résultat et on va recalculer un nouveau résultat à partir du précédent. Et donc, les opérations, on ne peut pas les paralléliser parce qu'évidemment, n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, il faut qu'on fasse toutes les opérations dans l'ordre. Donc, c'est une simple boucle for. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en description si vous voulez télécharger les deux exemples. Il y a la partie qui s'exécute sur CPU, la partie qui s'exécute sur GPU. Vous trouverez tous les exemples en téléchargement libre accès. Ils servent à rien, mais ils sont uniquement là pour illustrer mes propos dans cette vidéo. Donc une simple boucle for là qui va additionner le résultat dans, vous voyez, la variable résulte, là, on va rajouter le précédent résultat auquel on va lui faire subir un petit calcul, une petite addition, une petite division, et on va ajouter le tout au résultat précédent. Et ensuite on affiche le tout. Donc en gros on va faire résultat de 1 égale le résultat de 0, donc la précédente valeur, plus 1 divisé par l'ancien résultat. Et on fait ça 100 millions de fois. Donc c'est une boucle, voilà, je voulais mettre en lumière le fait qu'on fait 100 millions de fois. On va le faire sur CPU, sur GPU. Et pareil, exemple numéro 2, cette fois-ci, on va multiplier deux matrices. Donc on initialise la matrice A et la matrice B avec des valeurs aléatoires. Donc il y a 100 millions de valeurs à chaque fois. Matrice A, elle fait 100 millions de valeurs, matrice B, elle fait 100 millions de valeurs. Et on va additionner les valeurs. On va multiplier, pardon, les valeurs de chaque matrice. Donc C, par exemple, la première valeur, C de 1, ça vaudra A de 1 fois B de 1. Donc on fera A de 1 fois B de 1. Et pareil, on va faire ça 100 millions de fois. Et on va l'exécuter sur CPU et sur GPU pour les deux exemples à chaque fois. Ces deux exemples, justement, pour vous montrer que dans un cas, le CPU il est mieux, dans l'autre cas, le GPU il est mieux. On y va, c'est parti pour la démo. Nous voici, du coup, voici le code que je vais utiliser dans un premier temps. Exemple numéro 1, la boucle for. Donc la boucle for ici, ce programme que vous allez pouvoir télécharger, si vous voulez, vous le trouvez en libre accès. Il y a un zip dans lequel vous pourrez tout télécharger, c'est sous la vidéo. On voit bien size ici, j'ai mis 100 millions, size c'est n, et on va faire une boucle for sur les 100 millions de fois. On va remplir la variable résulte, donc 1 à la fois, et on va voir combien de temps ça met pour s'exécuter. D'ailleurs, j'ai fait la même. On trouve également cette variable ici. Voilà, vous allez pouvoir la retrouver. Ça, c'est le code du GPU. Ça fait exactement la même chose, mais ça s'appelle le GPU. On commence d'abord par l'exemple numéro 1 en faisant du CPU. Donc, test addition séquentielle, c'est comme ça que j'ai appelé le programme. Et combien de temps ça prend? Alors, j'espère que ça ne va pas trop ralentir le PC, vu que je suis en train d'enregistrer l'écran, donc il exploite déjà le GPU. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le programme, là, il s'est exécuté en 531 millisecondes, si je le réexécute d'ailleurs. 531, pareil, ça ne change pas. Donc là, on fait 100 millions d'opérations. Les 100 millions de calculs, les 100 millions d'additions, multiplications, divisions. Ça nous sort le même résultat à chaque fois, évidemment. C'est toujours le même. En 500 millisecondes, 530. Maintenant, on va exécuter ce même exemple, ces 100 millions de calculs séquentiels, sur le GPU. Le GPU, le programme, il est ici. Voilà, on voit la fonction ici, sequential operation, qui est appelée par le kernel, ici. Donc on va utiliser un seul thread, évidemment, on ne peut pas paralléliser, forcément, c'est des calculs séquentiels, donc un seul thread à la fois. Donc addition séquentielle GPU, je rappelle, test, addition GPU, et là, combien de temps ça prend? Donc, on démarre le programme, on alloue la mémoire dans le GPU, alors il faut initialiser cette mémoire, en l'occurrence là il n'y a pas beaucoup de mémoire à initialiser, il n'y avait qu'une variable, et on voit que ça tourne. Ça tourne. Donc là, starting de kernel, c'est qu'il a lancé le calcul. Donc il est en train de faire les 100 millions d'opérations. Et on va voir, je vais vous spoiler un petit peu la fin, ça devrait durer une vingtaine de secondes. Ouais, c'est ça. Vous avez GPU kernel exécution, c'est uniquement le temps de calcul du GPU. On voit 20,29 secondes.
Et total programme execution time, 21 secondes, c'est entre le moment où je lance le programme, j'ouvre le GPU, je l'initialise, enfin je lui alloue de la mémoire, j'initialise la mémoire, je lance le programme, je récupère les résultats que je voulais voir, et je ferme le programme, il s'est écoulé 1 seconde de plus. Donc le temps de calcul, si on prend que le temps de calcul du GPU, c'est 20 secondes. Vous voyez, ici, avant, si on fait ce programme séquentiel avec le CPU, on était à 531 millisecondes. Si on le fait avec le GPU, on est à 20 secondes, 20,29 exactement. Vous voyez que c'est vachement lent. Comme je vous ai dit, le GPU, il est pourri dans les opérations séquentielles. Il est très bon dans le combinatoire, mais très peu dans le séquentiel. Donc là, il vaut mieux, sur un programme comme ça qui a beaucoup de séquentiel, il vaut mieux utiliser un CPU qui va calculer beaucoup plus vite. Maintenant, exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, ce sont l'addition de matrices. L'addition de matrices. Alors, c'est où? C'est lequel? C'est celui-là. Ici, où on va en fait multiplier deux matrices. Hein. Les matrices, elles sont allouées. A et B, on va les remplir avec des valeurs random. Et ensuite, on va ajouter, on va multiplier toutes ces matrices entre elles. Ah non, c'est pas une multiplication, pardon, c'est une addition. Je me suis trompé, j'ai pensé que c'était une multiplication. C'est pas grave, vous saurez dans la vidéo. Et on va voir en combien de temps ça calcule avec le GPU. Alors, il est là, mon programme, c'est bien Test Multiplication Matrix. Hop, il est déjà compilé tout prêt, hein, évidemment. On y va, on lance. Ça nous fait le calcul, et là, on voit que le temps de calcul du CPU uniquement, la partie purement calcul avec un CPU, c'est 406 millisecondes. Et que tout le programme, si on compte l'allocation de la mémoire, l'initialisation de cette mémoire, on est à presque 3 secondes, 2 secondes 89. Maintenant, on va se lancer ce même programme avec un GPU, et on va voir en combien de temps ça prend. Le programme du GPU, vous le trouvez d'ailleurs ici. Voilà, on voit notre addition de matrices, et on va voir ici ce que ça donne. Donc je suis dans le bon répertoire. Ouais, c'est bien ça. Test multiplication matrix GPU, test. Je vous mettrai après tous les résultats, hein, ne vous inquiétez pas. Là, on vient de lancer le programme. Donc là, il faut initialiser toute la mémoire du GPU, c'est assez long. Sur quoi on tombe? Regardez avant. Le temps de calcul, uniquement le temps de calcul, une fois qu'on a alloué toute la mémoire, là on avait 406 millisecondes avec un CPU, donc on a 100 millions d'entrées, hein, je rappelle 100 millions de calculs, 406 millisecondes. Et ici, on a, non pas 406, mais plus de 10 fois moins, on a 27 millisecondes. Donc on est beaucoup plus rapide. Alors là, je suis en train d'enregistrer aussi, le PC rame un petit peu. Donc moi, j'ai fait des tests dans mon coin, je vais vous montrer les résultats. J'ai lancé 10 fois, j'ai fait une moyenne. On verra que c'est encore un peu moins que ça. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le programme là, 406 millisecondes pour calculer les 100 millions d'entrées, et là, seulement 27. Donc on est beaucoup plus rapide. En revanche, total programme execution time, regardez. Là, si on prend toute l'initialisation des variables, les deux matrices A et B, le fait de récupérer les résultats, de libérer la mémoire, on est à 2 secondes 89 contre 5 secondes, 5,012 secondes. Donc quand on exécute, quand on a un GPU, là on doit initialiser la mémoire de 100 millions de matrices A, 100 millions de matrices B, et ensuite transférer tout ça dans le GPU. Et tous ces transferts, toutes ces initiations, ça demande du temps. C'est pour ça que c'est hyper important de bien optimiser le temps quand on utilise un GPU et un CPU, et qu'on fait des transferts de l'un à l'autre, parce qu'on a des temps morts qui réduisent la durée de calcul. Donc le calcul en lui-même, purement GPU, l'addition en elle-même, c'est 27 millisecondes. Par contre, le programme complet, c'est 5 secondes. Là où avec le CPU, comme il n'y a pas tous les transferts CPU, GPU, bon, on est un peu plus rapide, on est deux fois plus rapide, 2 secondes 89. Voilà pour la démo que je voulais vous faire. Je retourne au PowerPoint, je vous montre les résultats. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Maintenant, les résultats, comme je vous avais dit. J'ai exécuté le code sans faire de capture, sans rien, donc le GPU était au repos, le GPU était froid, le CPU pareil. Je l'ai fait 10 fois de suite, j'ai fait la moyenne. Qu'est-ce qu'on voit sur l'exemple numéro 1, où on additionnait et on multipliait, on faisait des opérations séquentielles, addition et multiplication. On a moins d'une demi-seconde pour exécuter 100 millions de calculs, donc que ce soit la partie purement CPU calcul ou la partie totale, le programme d'exécution totale, c'est 484 millisecondes en moyenne.
Si on fait cette même opération avec un GPU, on est à 20 secondes de calcul pour le GPU et 21 secondes si on tient compte de tout ce qui est initialisation du GPU, de la mémoire, etc. Donc 20 secondes de calcul. Vous voyez, entre 48, presque 500 millisecondes et 20 secondes, il y a un écart absolument énorme. Pourquoi? Parce que c'est des opérations séquentielles que le GPU est très mauvais là-dedans. Dans l'exemple numéro 2, multiplication, en fait, c'était pas multiplication, c'était addition de deux matrices. Je m'en excuse, je me suis trompé dans le code, mais bon, il suffit de changer un signe dans le code et ça fait multiplication. On voit que sur CPU, 283 millisecondes pour s'exécuter, ou alors 1,8 secondes pour exécuter l'ensemble du programme, mais les multiplications, la partie purement multiplication des matrices, c'est 283 millisecondes, et le GPU va 10 fois plus vite, puisque c'est seulement 25 millisecondes, vous voyez 280 millisecondes, 25 millisecondes, il y a un rapport 10 entre les deux. Et par contre, le GPU, quand vous l'utilisez et que vous faites beaucoup d'appels d'allocation mémoire dans le GPU, d'initiation de cette mémoire ou de transfert de la mémoire de l'un à l'autre, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est lent, ça prend du temps, donc on est à 4 secondes au total, contre 1,8 sur la partie CPU. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc CPU, GPU, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le CPU, il est très bon dans les opérations séquentielles, le GPU, il est très bon dans les opérations combinatoires, mais attention, si vous utilisez les deux, attention au temps de transfert entre l'un et l'autre, qui demande du temps. Est-ce qu'il existe une alternative au CPU et au GPU? Oui, il existe, j'en ai pas parlé dans cette vidéo volontairement parce que c'est plus complexe à mettre en œuvre, les FPGA. Ce sont des puces logiques programmables qu'on trouve énormément dans des tas d'appareils. On en a beaucoup dans nos voitures aujourd'hui avec les caméras vidéo, la reconnaissance dans les Tesla quand vous avez l'autopilote. Les FPGA, c'est quoi? C'est une puce qui est beaucoup plus petite, mais qui permet une granularité beaucoup plus fine. Le GPU, c'est un gros truc de bourrin, ça consomme pas mal de courant. Là, les FPGA, ça va permettre une optimisation très précise des temps de calcul. C'est beaucoup moins énergivore que les CPU et les GPU, évidemment ça va tourner moins vite, hein, mais ça permet une granularité, une programmation beaucoup plus fine, puisqu'on connaît la vitesse d'horloge et on est capable de faire des algorithmes très précis au coup d'horloge près et de prédire combien de temps prendra l'algorithme. La programmation est évidemment plus complexe, puisque ça se programme en VHDL ou en Verilog, ou alors avec de la programmation graphique, mais je ne rentre pas dans les détails. Ça va être plus lent qu'un CPU et moins de mémoire, il y aura moins de mémoire qu'un GPU, parce qu'évidemment c'est plus petit, c'est destiné au monde de l'embarqué. C'est par contre excellent quand vous l'utilisez en coprocesseur, typiquement pour faire de l'accélération hardware, vous avez besoin d'un calcul à part pour faire une partie de calcul sur de l'AES par exemple, et d'accélérer vos calculs, il va être excellent en coprocesseur, et il va être également très utile dans le monde de l'embarqué, par exemple, l'intelligence artificielle qu'on va trouver dans les voitures aujourd'hui, qui va permettre de faire de l'autopilote, de scanner la route, ça va être un FPGA qu'on va mettre derrière, parce qu'en termes de traitement de signal ou de traitement d'image, il va beaucoup plus vite, il est hyper performant dans ces domaines-là. Et donc, typiquement, ça peut être une alternative au GPU plus qu'au CPU. Ça peut être un bon accompagnant. Et j'en profite, petit chapitre de pub. Moi, ça fait 15 ans que je programme des FPGA. Ça fait également plus de 15 ans que je programme des CPU ou des microcontrôleurs. Et depuis quelques temps, depuis que je fais du hacking, je me suis également mis à la programmation GPU. Donc, si vous avez des besoins sur des projets que vous cherchez un développeur qui connaisse bien cette partie-là, qui sache faire à la fois du combinatoire, du séquentiel, de l'optimisation d'algo, n'hésitez pas à me contacter. Chapitre pub clos. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au message de Bob initialement? CPU, GPU ou Rainbow Table, chaque technique est à considérer comme un outil. Un petit peu à l'image du marteau, du tournevis et de la clé à molette. Évidemment, elles ont toutes une fonction différente. Si vous voulez planter un clou avec une clé à molette ou avec un tournevis, ça va être beaucoup plus compliqué. A l'inverse, si vous avez un boulon et que vous avez qu'un tournevis dans la main, ça va être compliqué à visser. Donc, chacun de ces outils est adapté à un usage bien précis. On ne peut pas dire qu'un GPU soit meilleur qu'un CPU, et inversement. Donc, petit message à tous ceux qui ont cette croyance, comme notre Bob national en début de vidéo, le GPU, il est très bien quand il est utilisé dans des opérations combinatoires. Donc, dans la croyance collective, le GPU, il faut que ce soit adapté, il faut que son calcul soit adapté, sinon c'est un CPU. C'est pour ça qu'on a les deux dans nos PC. Donc, apprenez simplement à utiliser le bon outil, et je vous souhaite un très bon hacking à tous. Le petit mot de la fin, parce que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'arrête là pour pas que ça dure trop longtemps. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.